Bonjour, nous sommes avec Florian de Grui Games qui va évidemment se présenter et je lui laisse la parole. Bonjour, merci de me recevoir. Donc je suis Florian de Grui Games. On a créé donc cette société en 2018 avec ma femme Céline et du coup depuis 2018 on crée des jeux plutôt initiés. On aime bien partir un peu dans des choses un peu particulières. Je ne sais pas si on va y revenir ou pas. Bien sûr. Mais voilà. Très bien. Alors, je vais peut-être commencer avec une question un petit peu personnelle. Ouais. Je sais que tu fais beaucoup d'activités. Florian est médecin, il faut le savoir. Ouais. Et il est père de famille aussi. Ouais. Et il fait beaucoup de sport, il fait des vidéos, il a une boîte de prod et il va nous l'expliquer un petit peu plus tard. Et il a créé également, il crée des jeux. Ça fait beaucoup d'activités, mais comment tu fais? En fait, je dors pas beaucoup. Non, mais j'arrive à m'organiser et puis on bosse beaucoup. Moi, je bosse beaucoup le soir. Après, en fait, je suis à mi-temps. Maintenant, avant, à la base, moi, je suis médecin légiste. Donc, je bossais énormément. Je faisais des semaines entre 70 et 90 heures minimum. Donc, c'est que ça laissait peu de place à la création ludique. Mais ça m'a pas empêché de faire deux jeux, donc qui étaient Tokyo Ghoul chez Don Panic et Paris Simulator chez Matago avec Ludovic Maublanc en co-auteur. Et puis en 2018, avec la naissance de mon fils, j'ai démissionné, je suis devenu médecin généraliste. Donc maintenant, je fais un gros mi-temps. Je fais un gros mi-temps en médecine générale et puis tout le reste est sur Grui Games. Et puis quand on a des horaires prévus pour le sport, on a des horaires prévus pour faire plein de choses, donc tout est organisé et tout se passe bien, on a un peu tout à tout est une question d'organisation, quoi. On essaie de tout bien, que tout soit carré. Alors, est-ce que je pourrais dire que Grui Games, c'est peut-être un éditeur atypique, où j'ai l'impression que tu cherches à développer d'autres façons d'éditer, ce qui m'amène à ce que tu nous parles de la Game Jam que tu as fait récemment. Est-ce qu'on peut dire que c'est... je ne sais pas si tu as été le premier à le faire ou que ça provienne d'un éditeur. Raconte-moi la genèse de cette Game Jam, comment c'était venu et finalement avec une fin plus ou moins heureuse puisque ça a abouti avec l'édition de ce jeu qui a été inventé sur cette période. Mais je vais te laisser en parler. En fait, notre volonté, c'est de se faire plaisir et de faire des choses qu'on a envie de faire. Alors, en fait, on ne se pose pas la question de... Si on fait le but, la seule question qu'on se pose quand on fait quelque chose, c'est est-ce que ça peut blesser quelqu'un? Voilà, si ça blesse quelqu'un, on va pas le faire. Mais par contre, on n'a pas de limite. Se dire, on a envie de faire un documentaire sur la création d'un jeu. Ça serait, en fait, à la base, c'est parti sur, on veut faire une vidéo sur la création d'un jeu, un documentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a commencé à filmer. Moi, j'ai des auteurs qui viennent à la maison avec qui on fait un peu de dev et on discute de ça. On a commencé à filmer. Donc, mais le problème, c'est que ça fait des heures de rush. Et en fait, ça fait des heures de rush qu'on perd en plus parce qu'on les stack à un endroit. On a des heures de rush. Après, les dérusher pour monter, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est pertinent à l'instant T? Il faut attendre un peu plus longtemps pour savoir exactement. Il faut avoir un peu de recul. Donc, c'est impossible, en fait, sur une vraie histoire de création, d'arriver à filmer de A à Z. À notre niveau, en tout cas, avec le peu de moyens qu'on a. Donc là, en fait, en discutant avec Adrien Ribeiro, qui était une personne qui s'occupait de notre communication l'année dernière, en 2020, c'était en 2022 ça, on se dit, on va lancer une gamme bientôt, c'est des petites boîtes, ça peut se prêter au jeu d'une game jam en fait, en tout cas, donc la game jam c'est quoi? C'est en 3 jours, des auteurs vont créer un jeu. La création donc en 3 jours, après ça veut pas dire qu'il n'y a pas de développement derrière, c'est ce que voilà. On est parti là-dessus, l'idée a germé, on a bien discuté ensemble avec Adrien, avec nos distributeurs, avec tout le monde pour savoir pour faire que les choses soient bien carrées. Et après derrière, j'ai demandé aux personnes qui me semblaient le plus adaptées pour ça, donc l'équipe Kaedama, qui sont des amis et que je connais depuis très très longtemps. Donc je me suis dit, je vous connais bien, je sais comment vous travaillez, je sais que c'est possible avec vous. Je ne partais pas dans l'inconnu, quoi. Je me dis, c'est possible, vous travaillez bien ensemble, vous êtes 4, vous allez sûrement arriver à faire quelque chose. Mais par contre, d'emblée, c'était, si à la fin des 3 jours, ce qu'on a n'est pas assez costaud ou nous séduit pas assez, on arrête, en fait, on l'édite pas. On fait quand même le documentaire, parce que c'est intéressant, je veux dire. Il n'y a pas une obligation de résultat, en fait. Non. Puis moi, je suis scientifique, en fait. Quand on fait une étude, une recherche, on s'en moque que ça marche ou que ça marche pas. Mais le fait d'avoir montré que ça ne marche pas ou le fait de montrer que ça marche, c'est déjà une avancée, en fait. C'est vrai. Donc là, le fait de dire, on a fait un documentaire sur une création en 3 jours, et en fait, on savait déjà nos conclusions, on avait déjà nos 2 conclusions. Soit c'est, vous avez vu, même avec des super auteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble, créer un jeu en 3 jours, c'est pas possible, c'est très difficile à faire, et la preuve, là on a échoué.
Mais ça ne retire rien à leur talent, hein. C'est juste que c'est compliqué. Un jeu, ça prend des mois, des semaines, des années à... Ça peut. Et est-ce que tu peux préciser à nos téléspectateurs, entre guillemets, qui est la team Kaidama? Est-ce que tu peux nous la décrire et puis nous citer tous ces auteurs talentueux? Ouais, bien sûr. Donc en fait, au niveau de l'équipe Kaidama, on a Antoine Boza, Théo Rivière, Ludovic Maublanc et Corentin Lebras. Voilà. Ce qui est pas rien. Voilà. Et en fait, on s'est un peu complexifié la tâche, nous aussi, dans cette Game Jam, c'est qu'on a fait venir Camille Chaussy, dont le but était d'arriver à déjà illustrer une partie du prototype au fur et à mesure, pour que, encore une fois, elle pouvait pas illustrer un jeu en 3 jours, c'est impossible, mais qu'on ait des bases graphiques qui allaient définir le jeu après. D'accord? Donc, fallait qu'on fasse ça. En sachant que les résultats de Camille n'allaient pas impacter la jouabilité du jeu et l'expérience de jeu. Donc ça veut dire que même si au final elle n'arrivait pas à mettre la petite patte graphique qui allait bien, ça n'allait pas impacter sur est-ce qu'on l'édite ou pas. Dans tous les cas, Camille allait après avoir le temps de réillustrer tout ça. Et donc Camille et Valériane Ollet, c'est notre graphiste et illustratrice qui s'entend très bien avec Camille. Durant la Game Jam, on a commencé à travailler ensemble, à dessiner, à se partager les croquis. Et donc à la fin de la Game Jam, on avait 80% des bases de Golden Crash qui est sorti en janvier là. On avait une patte graphique qui nous plaisait bien et qu'elles ont poussé encore au bout dans les 3 mois après qui ont suivi, comme les auteurs pendant 3 mois après avec nous. Enfin, les auteurs ont développé le jeu. Et donc en fait, le jeu que vous avez, c'est pas le jeu de la Game Jam. C'est le jeu qui a été créé en 3 jours. 80% a été posé pendant ces 3 jours, mais les 20% qui sont l'affinage, l'ergonomie, l'équilibrage, toutes les petites sensations qu'on a envie des fois d'enlever parce qu'on se dit bah là ça marche bien sur ce. On fait un test, ça marche super bien. On fait un test une demi-heure plus tard, on fait ah j'avais pas vu qu'il y avait ce petit truc qui allait pas là, qu'il faut dégager et qu'on doit pas retrouver dans le jeu final. Donc voilà. Très bien. Est-ce qu'il faut préciser que pendant ces 3 jours, il y a eu un échange aussi avec la communauté. Il y avait des sessions en ligne. Est-ce que les propositions de tous ceux qui ont suivi la Game Jam, vous avez réussi à les intégrer? Ou est-ce que, ma foi, l'arbitrage est penché plutôt du côté des auteurs? Non, l'arbitrage, on fait pas du Kickstarter, on fait pas du participatif, hein, on fait pas du financement. Non, l'arbitrage, c'est auteur-éditeur. En fait, la communauté, c'est super intéressant qu'elle participe et qu'elle peut proposer. Mais par contre, nous, la communauté voit le projet sur une très courte vignette. En fait, ils voient qu'une petite vignette, une lorgnette du projet. Nous, on l'a dans son ensemble. Donc en fait, on peut pas prendre une décision. Par contre, c'était surtout pertinent au niveau des illustrations au final, parce qu'en fait, elle montrait un dessin et puis les participants pouvaient dire ah ben j'aimerais que ce soit plus comme ça ou plus comme ça. Et finalement après, les illustratrices travaillaient un petit peu dans ce style-là. Mais au final, de toute façon, ceux qui ont assisté au Twitch voient bien que ce qu'on a montré, les illustrations montrées à la caméra du Twitch n'ont quasi plus rien à voir avec la version finale. Ce qui est normal. Mais en fait, il y a des grosses bases. Par exemple, il y a 1 ou 2 personnages qui sont restés en tant qu'invités prestigieux dans le jeu fini, en fait. Mais sauf que on a gardé cet aspect cartoon, cet aspect très ancré en noir et blanc, avec lequel on a mis du monochrome. Mais là, les chats et les poulpes sont venus après. Même si quand on regarde les premiers petits personnages créés, il y a un lien de parenté, mais on s'en est bien détaché, quoi. Alors, la question suivante, je pense que tu vas me donner une réponse évidente. Les illustrations, vous y êtes très sensible. Donc, si on parle d'IA, je voudrais quand même que tu donnes 2 mots sur l'IA. Pratiquement, je pense qu'il y a un consensus qui se fait pour protéger et essayer de conserver des illustrateurs de talent. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. En sachant que, l'IA c'est quelque chose d'inadmissible dans l'illustration ou dans même la création pour moi, parce que, pas de nuance. Il y a des gens qui travaillent, utiliser leur travail pour créer autre chose, alors sans leur demander leur permission, sans les droits d'auteur. Moi, je suis très attaché aux droits d'auteur. En fait, quand on a créé quelque chose, c'est normal qu'on soit rémunéré après pour ce qu'on a fait si quelqu'un s'en sert, en fait. Donc déjà de base, ça, voilà. Donc on n'utilisera jamais l'IA pour nos projets, il y a hors de question. C'est plutôt tentant pour tout ce qui est prototypage. Mais c'est pas pareil. Alors c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Oui, voilà. Si tu utilises un outil qui te facilite le fait de faire un prototype qui ne sera pas vendu, qui te permet juste d'avoir, par exemple, si tu me dis que quand tu fais ton jeu, tu t'es servi de mid-journée pour
essayer de caler un angle de vue sur les cartes et de le montrer à l'illustrateur. Parce que des fois, tu as du mal à t'exprimer. Tu n'as pas le bagage technique pour t'exprimer sur quelle vue tu veux ta carte, etc. Ouais. Donc, si tu en es servi pour ça, pour lui montrer, et que l'illustrateur, il part. Par exemple, tu montes juste un angle avec un soleil, j'en sais rien. Tu dis, voilà, j'aimerais bien qu'on ait un angle comme ça. Ok, très bien. Et après, derrière, l'illustrateur, il fait son boulot, mais il se sert pas de cette carte. Même si il l'a en vue et que c'est pas pareil. En fait, c'est pas pareil de voir une image et de te dire, attends, ah, il y a un truc sympa, là, le bras, j'arrivais pas bien à le faire, à le dessiner, donc j'ai regardé un peu ce bras, comment il l'a dessiné, mon collègue, et c'est pas pareil que de dire, ah, bah, je vais prendre, en fait, son dessin directement, en fait, et je vais le mélanger avec d'autres, et puis je vais, c'est pas pareil, enfin, on n'est pas dans bien sûr. Voilà. Donc, pour moi, pas l'IA peut être utile pour tout ce qui n'est pas vendu, en fait, qui est consommé dans un secteur, dans du privé, tu vois. Par contre, si tu veux vendre un produit, utiliser de l'IA, c'est inacceptable. Après, je voudrais aborder, ton nouveau jeu. Ouais. Alors, j'aimerais que tu en parles parce que je pense que c'est ton dernier bébé. Ouais. Il s'appelle 5 royaumes. Les 5 royaumes. Ouais. Et je me suis arrêté au stand et c'est sold out. Ouais. Il y en a plus. Ouais. Visiblement, le premier tirage était peut-être pas suffisant. Non. C'est peut-être bon signe. Parle-nous de ton jeu, s'il te plaît. Alors en fait, c'était une avant-première. Donc le tirage n'est pas épuisé, mais c'est une avant-première. L'idée, c'est de le présenter un petit peu en sachant qu'on voulait juste montrer aux gens, cette gamme est sortie et un avant-goût de ce qui va se développer dans la gamme ensuite. D'accord. On pensait pas effectivement avoir un sold out dès le premier jour. L'idée, c'est de dire, voilà, on vous montre Golden Crash, 5 royaumes arrivent et il y a déjà un petit visuel sur le prochain, le troisième qui arrive en octobre. Donc là, on a effectivement le jeu a bien plu et c'est une bonne chose. Après, donc 5 royaumes, c'est un jeu qui est illustré par Jean-Marie Minguez, l'illustrateur d'Unida Velir, d'accord. Ah oui. Et le jeu, c'est un jeu de collection et de création de scoring avec des prises de cartes sur des placements spécifiques. Donc en fait, il y a un côté stratégique de je vais passer cette carte-là pour récupérer les cartes que je veux ou pour empêcher que tu récupères les cartes que tu veux. Et quand je récupère des cartes, j'ai le choix entre soit je les guesse face cachée et je les mets devant moi pour dire que c'est de l'influence, soit je les révèle et au dos j'ai des personnages et je vais choisir un personnage parmi toutes les cartes que j'ai révélées que je vais mettre autour de mon trône. Et en fait, ces personnages vont être activés par les influences que je poserai après. Donc il y a ce côté de je pars sans rien et puis je vais créer mon scoring en prenant de l'influence. Il faut que j'arrive à bien équilibrer ma prise d'influence et ma prise de personnage. Parce que prendre trop de personnages sans influence, tu les activeras pas, tu marqueras pas de points. Et l'inverse, pareil. Si tu prends que de l'influence mais tu n'as pas de personnage, tu n'auras pas d'activation, donc pas de points. Donc c'est là-dessus que tu vas jouer. Et comme c'est un jeu à deux, il y a de l'interaction. Il y a quelques cartes qui permettent d'aller embêter. Si tu vois qu'un personnage commence à prendre trop de valeur chez l'adversaire, tu peux aller le casser. Voilà, il faut bien sûr que tu mettes les moyens pour le faire. Et tu as aussi le côté, je vais prendre beaucoup d'influence dans tel royaume parce que je vois qu'il est en train de faire une majorité et que son roi va lui donner beaucoup de points pour cette majorité. Donc en fait, il y a pas mal d'interactions directes et indirectes, beaucoup plus indirectes que directes d'ailleurs, mais on est sur de la construction de tableaux, collection et scoring. Voilà. Donc j'ai bien compris que tu vas développer cette gamme de petits jeux, ouais. Petites boîtes carton, même format, avec des nouveautés. Je ne sais pas si tu vas pouvoir nous parler des nouveautés. Ouais. Donc de la création. Ouais. Tu fais également aussi un peu de localisation. Tu suis tes coups de cœur. Ouais, on n'en fera plus. Ah bon. En fait, je pensais à Hamlet par exemple, qui était un Kickstarter. Ouais. Et finalement, je crois que tu as eu un coup de cœur et tu as décidé d'éditer. Tout à fait. Alors voilà, si tu peux en parler un peu plus, c'est-à-dire tu es un éditeur. Je veux pas dire que tu vas dans tous les sens. Tu es allé dans certaines directions. Que tu n'as pas toujours suivi, tu reviens, je ne sais pas. Quelle est ta position aujourd'hui? Non, en fait, comme je te dis, on a une directrice qui se voit pas forcément, mais en fait, la ligne directrice, c'est on fait ce qu'on aime. Ah, ouais. Et comme on est un peu têtu, on fait ce qu'on aime et voilà. Non, le truc, c'est que nous, on est des gros joueurs avec Céline. On joue à beaucoup de jeux, on pledge beaucoup de KS. J'adore les KS parce que c'est une source. Je trouve qu'en fait, ça permet d'aller dans des endroits que les boutiques souvent ne permettent pas. En fait, quand tu sors en retail, tu peux pas explorer certains domaines, certains thèmes, etc. Alors que le KS te le permet. Donc moi, j'aime bien pledger des jeux qui ont l'air atypiques où je me dis c'est cool, là ils ont un jeu avec une carte ou voilà, bref, je teste des trucs. Et donc on teste beaucoup. Et quand Hamlet est arrivé, je me suis dit il y a un chouette truc, il y a du poste d'ouvrier, du pick and delivery, plein de choses quand on te le dit comme ça a l'air pas forcément très digeste. Mais quand j'ai joué avec l'éditeur, j'ai trouvé ça super bien. Donc je lui ai dit, moi je veux bien travailler sur ton jeu et le proposer en France. Donc ça s'est fait tout naturellement. Et voilà. Et on a fait ça par plaisir pur.
Pour Artemis Odyssey c'est un petit peu différent. Artemis Odyssey, c'est les rééditions d'Adastra signées chez un Américain, donc Grand Gamer Guilds, qui le sortait en Kickstarter. Et donc Serge m'appelle en me disant « Je sais que tu adorais Adastra ». Il me l'avait déjà proposé quand j'avais créé Regames, la nouvelle version, en me disant « Ça peut peut-être t'intéresser, mais nous, faire des jeux de figurines, c'était pas possible à l'époque, hein, on se lançait. » Donc je lui ai dit « Bah écoute, là, ok, pourquoi pas ». Donc ça me plairait énormément. Donc on a travaillé avec Serge, on a traduit Serge Laget, hein. Serge Laget, tout à fait. Et on a traduit donc Artemis Odyssey, qui est arrivé en juin l'année dernière en boutique française. Voilà. Mais il y a plein de choses. C'était une expérience super bien de travailler sur des localisations, mais l'expérience nous a pas trop plu parce qu'en fait, on n'a pas la main sur la prod, on n'a pas la main sur plein de choses. Ça fait que ça prend des retards qu'on maîtrise pas. Ça nous a un peu cassé notre com, ça a fait pas mal de trucs. Et puis j'avoue que les gars de Hamlet n'ont pas été très élégants en lançant un Kickstarter alors qu'on n'avait pas encore reçu les boîtes, ou on lançait nos boîtes, ils ont lancé un nouveau Kickstarter. C'était pas, voilà, en faisant des petits trucs en plus. Donc c'est pas très très élégant pour les partenaires étrangers, quoi. Voilà. Très bien. Est-ce que, enfin, je sais que tu es libre, tu marches au coup de cœur, Ouais. mais est-ce que ça veut dire que le modèle full lancement ou Kickstarter, tu n'iras jamais, ou si un jour tu as un projet ambitieux justement qui ne pourrait pas aller jusqu'aux boutiques, tu te refuses pas de faire un full lancement? Non. Pour toi, c'est pas ta cam. C'est pas le même travail. Faire des jeux sur C'est Kickstarter et faire des jeux pour les boutiques, c'est pas la même chose. Et du coup, je pense que moi, je serais pas bon pour ça. Parce que c'est voilà. Pas le profil. C'est pas le profil, ouais, voilà, c'est ça. Sinon, nous, quand tu parlais de nos gammes un peu qui partent dans tous les sens, l'idée c'est qu'en fait, quand on s'est créé en tant qu'éditeur, on s'est dit, on est éditeur de jeux CT, donc éditeur de jeux, mais au sens large. C'est-à-dire qu'on voulait à la base, quand vous allez chez Gros Games, vous voyez de l'initié, vous voyez du familial, du grand public, il y a enfin plein de choses, quoi. Et sauf qu'en fait, on s'est rendu compte, et c'est aussi ça, c'est que moi, je marche par l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément marché, d'accord, mais qui ne sont pas des échecs. Parce qu'en fait, ça nous a permis d'apprendre beaucoup d'expérience. Les choses qui ne marchent pas nous apportent énormément de connaissances sur le domaine. Les gammes familles nous ont appris que le public des jeux enfants, c'est très compliqué à toucher. Il y a déjà des gens qui sont bien installés dans le milieu, et c'est compliqué d'arriver, où il faut vraiment avoir gagner une légitimité. Une légitimité, et surtout, faut pas sortir des normes. En fait, faut pas avoir un truc un peu trop différent des autres non plus, parce que ça peut faire peur. Voilà. Après, je dis pas qu'on avait peut-être qu'on n'avait pas non plus les meilleurs produits pour pour rentrer dans le milieu du jeu enfant. Donc voilà. Donc ça, on a essayé, on a appris beaucoup. On le refera plus. Les jeux famille, tu vois, enfin les jeux plutôt grand public, on fait pas trop. Les gens, il y a un reviewer qui avait dit que nous on faisait du party game d'intello, tu vois, avec Dany, etc. Donc pourquoi pas, oui. Voilà, pourquoi pas. Et après derrière, tu vois, là on a Synchro, qui est un jeu familial et qui fonctionne très bien, donc on est content, tu vois. Donc on est en train de resserrer sur les jeux initiés, c'est sûr, parce qu'en fait c'est ce qu'on aime le plus, et on voit que c'est sur ces jeux-là qu'on a eu plus de reconnaissance, avec Nidavellir, avec Roi. Mais en fait, on s'interdit rien, en fait. Très bien. Si on fait un petit tour de l'actualité de Grugame. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Golden Crash sorti en janvier, on a 5 Royaumes qui arrivent en avril. Ensuite, on a Kitsu. Kitsu, c'est une sorte de jeu de pli qui joue en équipe, qui arrive en septembre. C'est un jeu de Thomas Favrelière, et c'est illustré par Nayad. Oh. Et on a en octobre SWAC, Strange World Above the Clouds, qui est le 3e jeu de cette gamme-là, qui est un 1-4 joueurs, et que j'ai créé, et qui est illustré par Valérie Nollet. Et enfin, on a en novembre Nain, donc le Nidavellir dans l'univers de la BD Nain. Voilà. Ça c'est assez sympa. Ouais. Alors, je sais que l'auteur aimait le jeu, il me semble. Serge Laget, ouais. Et Serge Laget adorait la BD, en fait. D'ailleurs, le premier proto de Nidavellir, donc de Royaume des Nains, c'était le nom de Nidavellir qu'il nous avait envoyé, avait les noms des héros de la BD Nains et les illustrations donc prises dans la BD, quoi. Donc là, la version va revenir avec le nom des nains de la BD. Ouais, alors en fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, quand il nous a donné ça, il était très très conscient de ça, qu'on n'avait pas la licence, mais donc c'était pour son prototype. Encore une fois, ça, il a le droit pour le prototype, on prend n'importe quelles images. Par contre, que nous, quand on est passé sur Nidavellir, on a changé tous les noms, on a changé toutes les histoires, on a modifié du coup, ça a fait des modifications aussi de pouvoir, tout ça, voilà. Donc Nidavellir est sorti, il a eu le succès qu'on connaît.
Et là, on a eu la chance de travailler avec Delcourt pour la nouvelle version Nain. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que moi, avec Serge, Serge avait créé beaucoup de variations autour de Nidavellir, vu le succès du jeu. Donc, en fait, quand on m'a dit, tu peux avoir la licence, j'ai dit, OK, j'ai sorti une boîte de prototypes que Serge m'avait confiée. Dans ce prototype, il y avait 5 façons de scorer différentes. Wow. J'ai retravaillé un peu les choses parce que on n'avait pas la licence actuelle. À l'heure, au moment où il avait créé ça, il n'avait pas la licence. Donc là, avec la licence, pour adapter au scénario, parce que moi, en fait, si j'adapte une licence, il faut vraiment que les gens qui aiment la BD retrouvent des choses. En fait, il faut que les gens se disent, ah oui, ce pouvoir, il y a ce personnage-là, parce que dans la BD, il fait ça, et etc. Donc en fait, on a vraiment fait un gros lien entre la BD et le jeu, et on a 5 ordres complètement différents, avec un 6e ordre transversal qui est l'ordre du Malte. On a des héros différents, tout fonctionne. Le seul système en commun que vous avez, c'est le coin building. Donc vous misez sur les 3 tavernes, vous récupérez vos cartes. Ok, jusque-là on est bon. Tout le reste par contre est ultra différent. Vous avez des sensations de jeu complètement différentes en jouant. Faut vous réadapter. Vous avez beau être un bon joueur de Nidavellir, vous allez arriver, vous allez dire ok, faut que je fasse attention à certaines choses. Il y a vraiment, voilà. Donc vraiment moi là je suis content parce que là il est au niveau de l'excitation maximum. Genre quand j'y joue, je prends ultra de plaisir. Il n'y a rien qui me dit ah non mais là c'est bizarre. Non, là c'est vraiment je suis hyper content. Alors là, ça m'intéresse énormément. Ah ouais, Moi, je suis fan de Nidavellir et évidemment que je vais certainement acheter la boîte des nains. Mais vraiment, ça sera... Elle va sortir quand? Rappelle-moi. Alors, elle sort en novembre. On aura sûrement des boîtes à Vichy. Alors, après, en 2025, on a 3 à 4 jeux de cette gamme-là qui arrivent, qui sont déjà signés en cours de développement. Un qui est quasi fini, un qui est encore en cours d'illustration, qui va rentrer en illustration bientôt. C'est un peu trop tôt parce qu'en fait les noms sont encore. Il y en a un, c'est Mythic Arena qui arrive en mars. Mythic Arena, c'est un jeu de Corentin Lebras et Jonathan Fabre-Godal et c'est illustré par Simon Caruso. Et après les autres, on n'a pas encore d'illustrateurs et illustratrices et on n'a pas encore de noms parce que c'est encore les noms de proto, de code, etc. Et ça va avancer progressivement. La grosse sortie qu'on va avoir, c'est à Cannes l'année prochaine. On a le prototype qui, pour l'instant, c'est le nom du prototype. Je ne sais pas si ce sera le nom encore final. C'est Antise. Antise, c'est un party game encore bizarre. Hein, voilà. C'est créé par Marc-Antoine Doyon et Damien Falkouska. Et dans Antise, vous jouez dans le noir avec juste la lumière de votre écran de portable. Et l'idée, c'est que vous êtes des exorcistes. Vous arrivez dans une maison qui est hantée. Et votre but, c'est de vous en sortir et de réaliser des missions de sauvetage ou en tout cas pour faire en sorte d'arriver à exorciser la maison. Bien sûr, la maison va pas se laisser faire. Et c'est dans le noir. On a encore joué toute la soirée à ça. C'est flippant. Il se passe des trucs vraiment rigolos. On se marre, on crie. Donc vraiment très très cool. Et donc c'est une expérience qui va être très chouette. Et donc ça arrive à Cannes l'année prochaine. Et on essaiera de faire une grosse démo. Enfin, on va voir si on peut. Avec une pièce noire. On va essayer de voir si on peut louer une salle à côté pour faire toute la journée des démos dans le noir avec tout le monde. Et ça peut créer un événement. Hein, ça va être très chouette. Enfin, vraiment, ça nous fait c'est vraiment très cool. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a encore? Et on a notre prochain jeu de la gamme Nidavellir Roi qui arrive en octobre 2025. Qui pour l'instant le nom c'est Salamandra. C'est un jeu de Yoann Goupy et Pierre Giroux. Donc Yoann qui vient de gagner avec Faroé et Lasdor. Ouais. Également auteur de Roi avec Théo Rivière. Donc Pierre Giroux, Yoann Goupy et Camille Chaussé aux illustrations. Et donc c'est un jeu ultra prometteur. Enfin, nous, si on l'a signé, c'est qu'on l'adore. Hein. Ouais. Mais vraiment, en fait, Nidavellir proposait le coin building, Roi proposait le board building, voilà. Tableau building, un petit peu. Comment? Formation de table, création de tableau. Ouais, création de tableau avec le côté circulaire qui s'active. Ouais. Et on a, avec Salamandra, la pose d'ouvrier définitif. D'accord. Voilà. Un ouvrier, il est posé, c'est fini. Il bouge plus. Après, on va pouvoir faire des trucs, hein, mais il bouge plus là pour l'instant. Donc voilà, donc il se passe des choses. Enfin, je trouve que c'est excellent. Enfin, j'adore. Il y a un côté chaining qui va se créer, un côté. Mais si je fais ça et puis je fais ça et je fais ça, et ben voilà. Enfin, c'est bon. Ah, vous êtes à fond, quoi. On est au taquet. Ah ouais, vous êtes au taquet. Bah écoute, je te laisse le dernier mot. Si tu as quelque chose dont tu voudrais parler encore. Non, je remercie tout le monde, merci à la communauté, merci de l'accueil que vous faites à nos jeux, merci à l'amour que vous nous témoignez, ça nous fait très plaisir. Voilà, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Écoute, merci Florian, on te suivra sur les réseaux parce que il y a une création de vidéos, il y a de l'idée derrière. Gru Games, moi je le suis parce que c'est instructif. Vous essayez de mettre du sens également dans vos communications, donc Gru Games à suivre.
Et merci Florian Merci d'être beaucoup. venu.